Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Les musulmans de Guinée, à l'instar de leurs co-religionnaires, vont commencer le jeûne demain samedi 27 mai. Tout de suite, vous suivrez la déclaration du secrétaire général des affaires religieuses. Le président de la République poursuit sa visite de travail en Égypte. Professeur Alpha Condé a été reçu en audience par son homologue Abdel Fattah El-Sisi. Encore, bienvenue à tous. Le mois saint de Ramadan débute demain 27 mai, un mois de pénitence qui permet aux fidèles musulmans de bénéficier de la miséricorde d'Allah et de sacrifices de divers ordres. À propos, je vous invite à suivre la déclaration du secrétaire général aux affaires religieuses, Elhadj Abdoukarim Djoubaté, au micro de Fatimatou Diallo. Musulmans et musulmanes de Guinée, chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous informer que l'apparition du croissant lunaire qui signe le début du mois de Ramadan a été observée ce jour, vendredi 26 mai 2017, dans plusieurs endroits de la Guinée. En conséquence, le jeûne du mois de Ramadan 2017 débutera sur toute l'étendue du territoire national ce samedi 27 mai 2017. Il est demandé à tous les démembrements du secrétariat général des affaires religieuses, à tous les musulmans et musulmanes de Guinée, de veiller à ce que cette date soit effectivement celle marquant du début du Ramadan. Pleinement en possession. Et puis, à l'instar de leurs co-religionnaires, les fidèles musulmans accueillent le mois saint. Le début du Ramadan est marqué par l'observation du croissant lunaire. Il est demandé à tout musulman d'observer le jeûne selon les prescriptions de l'islam. Mais aussi, il faut préciser que seuls les fidèles musulmans qui sont pleinement en possession de leurs facultés mentales sont astreints à observer ce quatrième pilier de l'islam. Explication Fatimatou Diallo. Ramadan est le mois le plus important en islam. Il marque le début de la révélation du Coran saint. Dans le calendrier lunaire, le Ramadan intervient au 9e mois. Le mot arabe traduit un état de chaleur intense qui brûle les péchés à travers l'abstinence. Il a été prescrit aux musulmans comme obligation 2 ans après l'hégire en 622. Lorsque nous nous rapprochons d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre salut qui en découle. Ou bien la chaleur par rapport au péché que nous faisons tous les jours. Cette chaleur provient du feu et ce feu brûle tous les péchés antérieurs que le jeûneur faisait avant le mois de Ramadan. C'est pourquoi ce mois de Ramadan est une bénédiction pour nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et dans le sens religieux, le mot saum, c'est l'abstention. L'abstention par rapport à quelque chose. Je peux m'abstenir de parler. On peut dire qu'il est dans le sens arabe, qu'il est en jeûne de parole, parce qu'il s'est abstenu de parler. Et dans le sens voulu, c'est le fait de s'abstenir, de boire et de manger, et de tout contact avec sa propre femme, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, tout en ayant l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le début et la fin du mois de Ramadan sont connus selon l'observation du croissant lunaire. Ce moment de recueillement est aussi une période de charité. Il permet aux musulmans d'être plus proches d'Allah, mais aussi des plus pauvres en ressentant des sensations de faim et de soif. Si on ne gêne pas parce qu'on est malade, avec une maladie qui a été attestée par des médecins digne de foi, là, Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît plus que nous-mêmes, il nous pardonne. Mais c'est 2 cas. Soit nous sommes malades d'une maladie temporaire, en ce moment, on peut arrêter de jeûner lorsque nous allons nous rétablir dans notre santé.
nous pouvons recommencer et payer le nombre de jours mangés. Mais s'il s'agit d'une maladie incurable qui ne peut plus être traitée, il y a une prescription dans ce sens. Il s'agit de faire une expiation pour tous les jours du mois de Ramadan. Chaque jour, vous donnez une expiation, c'est-à-dire un manger qui peut suffire à un seul pauvre pour chaque jour que vous avez mangé. Le jeûne au cours du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam, une obligation divine imposée à tout musulman en âge de jeûner qui doit être acceptée comme un moment de bonheur et non comme une contrainte. Comme annoncé, les fidèles musulmans vont effectivement entamer le Ramadan demain, samedi 27 mai. À quelques heures de ce mois saint, nombreuses étaient les personnes qui se sont rendues sur les marchés pour s'approvisionner en denrées de première nécessité. Reportage Valérie Talimanet, Mamaïsata Kamara. Les dernières heures avant le Ramadan. Dans les marchés, c'est la course aux provisions. Des étalages aux boutiques, des discussions animées ont lieu entre les revendeurs et la clientèle. Depuis 1 heure, cette mère de famille fait le tour du petit marché de Koza en quête de denrées pour le petit déjeuner. Je suis venue pour acheter le lait avec le sardine. Demain, c'est le mois de carême. Ça me donne le joie, comme Dieu me donnait la santé, pour que demain aussi je fais mon carême bien. Donc je suis contente. Les commerces sont achalandés ce vendredi. Les produits de première nécessité sont disponibles partout. Aujourd'hui, les clients viennent pour acheter maintenant les petits déjeuners pour préparer le mois saint de Ramadan. Le prix maintenant a augmenté quand même. Les 2 derniers jours, quand même, ils ont augmenté un peu le prix d'achat. Donc l'huile a monté, le riz encore, ils ont augmenté. Même le prix d'achat, le prix en gros maintenant, ils ont augmenté un peu. Je suis venue acheter l'huile d'arachide sans cholestérol pour 10 litres. Mais on n'est pas tombé d'accord. Il a dit que c'est à 135 000, ils ont ajouté 5 000. J'ai l'habitude d'acheter à 130 000. Je l'ai dit de me laisser à 130 000, dit qu'il ne peut pas. Avant le début du mois saint de Ramadan, le ministère du Commerce et les importateurs ont engagé des négociations pour la stabilité des prix sur le marché. Une équipe de contrôle de cette mesure devra veiller au respect de la mesure. Sur un autre plan, le chef de l'État poursuit sa visite de travail en Égypte. Je vous propose de suivre les échos de l'accueil réservé au professeur Alpha Condé par son homologue égyptien Abdel Fattah El-Sisi. Pour sa première visite officielle en Égypte, le président de la République, en compagnie de son frère et ami, Abdel Fattah El-Sisi, reçoit tous les honneurs au palais présidentiel du Caire.
Un cérémonial d'accueil qui se termine par des entretiens bilatéraux entre les délégations guinéennes et égyptiennes en présence des présidents Professeur Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi. Ainsi que vous venez de le vivre, le chef de l'État a eu droit à un accueil des plus chaleureux. Professeur Alpha Condé, également président de l'Union africaine, a par la suite eu un tête-à-tête avec son homologue égyptien, au cours duquel les deux personnalités ont échangé sur les actualités du continent et du monde. Retrouvons Samassi Keïta. Poignée de main, Professeur Alpha Condé, Abdel Fattah al-Sisi, signe d'une coopération franche entre Conakry et le Caire. Les deux présidents, après leur tête-à-tête qui a duré plus d'une heure, ont élargi leurs entretiens aux différentes délégations égyptiennes et guinéennes. Au menu, l'économie, le commerce et la formation. Professeur Alpha Condé et Abdel Fattah al-Sisi ont par ailleurs témoigné de leur solidarité agissante au peuple libyen, tout en exprimant leur volonté de faire en sorte que la Libye retrouve rapidement la paix et la stabilité. De souhaiter la bienvenue aux excellences ambassadeurs africains présents avec nous et leur adresser au peuple les meilleurs vœux à l'occasion de cette journée, mesdames et messieurs. J'ai discuté avec M. le Président Condé au cours de notre rencontre aujourd'hui les moyens du renforcement et l'évolution des relations bilatérales de poids entre l'Égypte et la Guinée, conformément au lien historique fort qui rassemble dès les époques des deux présidents défunts Nasser et Ahmed Sékou Touré, qui étaient parmi les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Et nous sommes mis d'accord sur l'importance de promouvoir le renforcement des relations économiques et commerciales et accélérer la tenue de la session prochaine du comité conjoint entre les deux pays, pour faire le suivi des résultats de cette visite fructueuse du président Condé et actualiser les idées lancées pour renforcer la relation bilatérale dans les différents domaines. Nous sommes d'accord aussi à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine du renforcement des capacités d'échange et des expériences techniques à travers les programmes de formation présentés par l'agence égyptienne de partenaires pour le développement. Nous avons échangé les points de vue à l'égard de l'évolution et l'activation de la performance de l'Union africaine afin de pair avec les évolutions contemporaines et ce que les défis imposés. Et je voudrais à cet égard adresser le remerciement au président Condé pour sa gestion de poids de l'Union africaine dans le cadre de sa présidence au cours de cette année, et faire l'éloge de son expérience qui lui a permis de promouvoir l'action africaine commune pour l'intérêt des pays et peuples du continent africain. De même, je voudrais lui adresser le remerciement pour l'appui de la Guinée pour la ministre Mouchira Khattab, la candidate de l'Égypte au continent africain pour le poste de directeur général de l'UNESCO, et l'appui monsieur dans le cadre de l'Union africaine, étant donné qu'elle est la candidate africaine pour ce poste. Pour cette première visite de travail et d'amitié au Caire, le chef de l'État rappelle les relations historiques qui ont toujours existé entre l'Égypte et la Guinée. C'est très symbolique que ma visite ait lieu le 25 mai, car tout le monde sait le rôle que l'Égypte a joué dans la création de l'EUA et aussi dans la lutte de libération des peuples africains. En effet, ne n'oublions pas que l'EUA trouve son origine dans le groupe de Casablanca. Qui dit groupe de Casablanca dit le président Nasser, le président Sékou Touré, le président Modibo Keïta du Mali, le roi Mohamed V du Maroc, et le roi Haïlé Sélassié d'Éthiopie et le président du Ghana, Kwame Nkrumah. C'est le groupe de Casablanca qui a été à la base de la création de l'EUA. Donc c'est vraiment symbolique que je me retrouve au Caire à ce 25, étant donné le rôle qu'a joué. Mais aussi le rôle qu'a joué l'Égypte sous la direction du président Nasser pour la lutte de libération, particulièrement pour l'Algérie, et le soutien qu'ils ont apporté aux différents moments de libération, que ce soit contre l'apartheid ou pour la libération des anciennes colonies portugaises, etc. La Guinée, dès qu'on a eu notre indépendance dans des conditions extrêmement difficiles avec la France, l'Égypte a été tout de suite à côté de la Guinée. Le premier accord a été signé dès 1961 et nous avons toujours bénéficié. La première université construite à Conakry s'appelle l'université Gamal Abdel Nasser. Et nous avons échangé
non seulement pour renforcer la coopération entre la Guinée et l'Égypte, nous allons tenir la commission mixte paritaire très bientôt avant la fin de l'année. Donc c'est les relations bilatérales. Mais surtout nous avons abordé les questions au niveau de l'Union africaine. Vous savez que depuis le sommet de Kigali, nous avons décidé de faire des changements extrêmement importants. Parce que si nous-mêmes nous ne prenons pas, les chefs d'État africains, nous ne prenons pas au sérieux notre organisation, comment voulez-vous que les autres nous prennent au sérieux? Alors la première façon de nous prendre au sérieux, c'est d'assurer l'autonomie financière de l'organisation de l'unité africaine. Vous savez que pour le moment, une bonne partie du fonctionnement de l'Union africaine revient à l'Union européenne. Or, si vous n'êtes pas indépendant financièrement, vous ne pouvez pas être indépendant. Nous avons donc fait une réforme en consacrant 0,2% des importations. Évidemment, on tiendra compte de la situation de certains pays comme l'Égypte, l'île Maurice, 2 ou 3. Nous discuterons pour voir. Mais il est important que nous assurons nous-mêmes l'autonomie financière de l'Union africaine. C'est la première réforme. La deuxième, nous avons constaté qu'on prenait beaucoup de résolutions chaque fois, mais que ça laissait lettre morte. Nous avons donc décidé aussi que désormais, lorsque nous prenons une décision, il faut que le sommet des GIE soit un sommet de contrôle pour savoir exactement est-ce que nous avons avancé ou pas. Ensuite aussi, nos sommets n'étaient pas toujours très au sérieux parce que parfois, c'est les ministres des Affaires étrangères ou même parfois un ambassadeur qui représentait. Nous avons décidé que désormais, on acceptera que le président, s'il n'est pas là, le vice-président ou le premier ministre, on n'acceptera plus qu'un pays soit représenté en dessous. Nous avons constaté aussi que lorsque nous avons des sommets Chine-Afrique ou bien Inde-Afrique, Japon-Afrique, il y a 54 chefs d'État africains qui se déplacent pour aller dans un seul pays. Or, nous avons décidé que cela n'est plus possible et que désormais, si c'est un pays qui doit faire quelque chose avec l'Afrique, alors l'Afrique sera représentée par 7 personnes, les 5 présidents des 5 régions, le président en exercice et le président de la commission. Parce que c'est ridicule que 54 chefs d'État africains se retrouvent face à un seul président. Nous avons constaté aussi que la commission ne travaille pas beaucoup. Ils passent leur temps dans des voyages avec des perdiens, donc ce qui fait que la commission ne fonctionne pas. Nous avons donc décidé de faire des réformes et le président Kagame a été chargé de proposer ces réformes. Nous avons constaté aussi que les casques bleus ne jouent pas un rôle réellement positif dans nos pays. Nous avons plus de 20 000 soldats au Congo-Kinshasa, ça fait des années. Il n'y a jamais eu autant d'insécurité au Congo-Kinshasa que maintenant. Alors, à quoi ça sert le casque bleu? Nous avons le Darfour, nous avons le Sud-Soudan. Est-ce qu'il n'est pas mieux dans ce cas que ce soit l'Union africaine qui reçoit? Parce que les casques bleus coûtent très cher, inutilement. Donc nous pensons qu'il est mieux que ce soit l'Union africaine qui désormais prenne en main le point de sécurité et que ces financements reviennent à l'Union africaine. Je disais tout à l'heure à mon frère Sissi que l'Égypte, comme l'Algérie, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, ont des moyens logistiques pour transporter les troupes. Les autres pays peuvent fournir des troupes et peuvent fournir les moyens de transporter. Donc l'Afrique est capable aujourd'hui d'assurer sa propre sécurité si on nous soutient. Parce que nous ne fabriquons pas d'armes, nous avons besoin d'un soutien. L'ingérence étrangère dans les affaires africaines a été également dénoncée par le président en exercice de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé veut une coopération avec les puissances étrangères dans un esprit de transparence, tout en respectant les principes démocratiques des pays africains. Ensuite, nous voulons que l'Afrique soit considérée. Pour le moment, tous les problèmes africains viennent des ingérences extérieures. Mais c'est nous qui subissons les conséquences. Regardez la Libye. Nous ne sommes pas intervenus, il y a eu d'intervention en Libye aujourd'hui. Le sud de la Libye est l'arsenal où tous les terroristes partent. Nous avons la guerre, nous avons aujourd'hui le terrorisme au Mali, qui s'étend au Burkina, au Niger et qui menace les autres pays. Nous avons vu ce qui s'est passé à Grand Bassam, à Abidjan. Et tous les pays d'Afrique au sud du Sahara aujourd'hui sont menacés. Nous voyons ce qui se passe au Tchad, ce qui se passe au Niger, au Nigeria, etc. Donc nous ne voulons plus d'ingérence. Nous voulons que les problèmes africains soient réglés par les Africains. Et sur ça, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui beaucoup, c'est le problème de la Libye. Il y a beaucoup d'interventions étrangères en Libye, qui fait que la Libye, qui est un très grand pays, qui a de grands moyens, se trouve aujourd'hui démunie, puisque l'argent se trouve dans les banques occidentales et ça ne profite pas au peuple libyen. Nous avons donc décidé de donner au sommet que le problème libyen soit résolu dans le cadre de l'Union africaine et que nous réunissons toutes les forces libyennes en dehors des terroristes afin qu'ils arrivent à un accord d'un gouvernement d'union nationale qui
pourra après organiser les élections. À Abidjan et à Paris, j'ai interpellé mes pères francophones en disant que nous devons couper le cordon ombilical avec la France, parce que très souvent on estime que les pays francophones sont trop liés à la France. Et les pays anglophones viennent nous donner une très bonne leçon. À l'élection du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'Angleterre avait un candidat, Nabarro, et tous les pays africains ont voté, tous pour le candidat éthiopien qui a été brillamment élu. Donc ça montre que si l'Afrique parle d'une seule voix, on gagne. Et deuxièmement, si on parle d'une seule voix, on est écouté, on est respecté. Le problème de fond aujourd'hui donc pour l'Afrique, c'est qu'on prenne notre destin en main. Cela suppose donc qu'on soit unis et qu'on parle d'une même voix. C'est pourquoi j'ai innové en créant ce que nous avons appelé les champions, c'est-à-dire un seul chef d'État parle au nom de l'Afrique. Par exemple, le roi Mohamed VI parle au nom de l'Afrique pour l'immigration. Le président Bouteflika pour le terrorisme, le président Museveni pour l'intégration politique, le président Issoufou du Niger pour la zone de libre-échange. Parce que comment voulez-vous que l'Afrique se développe s'il y a des barrières frontières, alors que le commerce entre les pays africains est nul par rapport au commerce avec l'extérieur. Donc nous voulons maintenant que l'Afrique devienne un seul marché. Et ça, c'est le président Issoufou. Le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire est chargé du programme d'agenda 2063, etc. Et chaque président doit, au sommet suivant, présenter un rapport sur l'avancée. Le président Idriss Déby est chargé de l'application de notre dernier mot d'ordre, utiliser d'avance démographique pour l'emploi jeune. Vous savez qu'aujourd'hui, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Et le grand problème aujourd'hui, c'est le chômage de cette jeunesse. Nous voyons tous, est-ce que nous ne sommes pas interpellés, chefs d'État africains, quand nous voyons nos enfants mourir dans le désert de la Libye ou dans les eaux de la Mauritanie? Tous les jours, hier encore, il y a eu, on a dit 1200 morts. Cela nous interpelle. Donc il est extrêmement important que nous développions l'Afrique. Mais cela passe par la maîtrise de l'énergie. Car 7 Africains sur 10 n'a pas accès à l'énergie. Comment voulez-vous développer le pays s'il n'y a pas de courant? C'est pourquoi lors du COP 21, nous avons exigé des grandes puissances qu'ils acceptent 3 points: développement de l'énergie en Afrique, la lutte contre le climat et le rétrécissement des lacs Tchad et Niger. Comme nous avons parlé d'une seule voix, nous avons dit au ministre, si ce n'est pas accepté, aucun de nous ne signe. Si nous avons refusé de signer, si on ne nous écoute pas, on nous a écoutés, on a signé. Donc, je remercie le président Sissi parce qu'il a été le porte-parole de l'Afrique lors du COP 21, à la fois pour le climat et pour l'énergie, ce qui nous a permis de gagner. Aujourd'hui, nous parlons d'une seule voix. Nous avons créé l'initiative africaine pour l'énergie renouvelable. Donc, je suis le président du conseil d'administration. L'Égypte fait partie du conseil d'administration. Le Kenya pour l'Afrique de l'Est, la Namibie pour l'Afrique australe et le Tchad pour l'Afrique centrale. Au dernier conseil d'administration, nous avons déjà adopté 20 projets, puisque COP21 s'est engagé à financer 10 gigawatts. Mais maîtriser l'électricité, c'est fondamental. Nous sommes les producteurs de matières premières, mais pour le moment, nous exportons nos matières premières brutes, ce qui n'a pas de plus-value. Avec l'énergie, nous pouvons transformer les matières premières sur place et développer, faire de l'Afrique industrialisée. D'autant plus qu'aujourd'hui, la Chine, qui était le marché du monde, le sera de moins en moins. Si vous voyez aujourd'hui, la Chine se tourne vers le marché intérieur, non plus vers le marché extérieur. Nous avons les mêmes avantages que la Chine, nous avons une main-d'œuvre pas chère. Mais nous avons un inconvénient, on n'avait pas une maîtrise technologique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine maîtrise les nouvelles technologies. Donc, nous avons à la fois une main-d'œuvre pas chère et une maîtrise technologique. Nous pouvons donc aujourd'hui devenir l'usine du monde. Mais mieux, l'Afrique même est un grand marché. En 2050, on sera plus nombreux que les Chinois. Nous avons un très grand marché. Prenez par exemple l'aluminium. Hier, on faisait les portes en bois, mais si vous voyez aujourd'hui en Afrique, beaucoup de portes sont en aluminium. Donc ça veut dire que si nous transformons la bauxite en aluminium, la Chine n'est pas seulement le marché, l'Afrique même est un très grand marché. Et ensuite, c'est cela qui nous permettra de trouver l'emploi jeune. Le terrorisme, un sujet aussi abordé largement par le président en exercice de l'Union africaine. Le terrorisme, aujourd'hui, est notre grand problème. L'Égypte a subi toutes les conséquences, mais aussi l'Afrique au sud du Sahara. Vous voyez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina, au Tchad, au Cameroun, au Nigeria. Mais nous devons nous unir, mais nous ne pouvons pas vaincre le terrorisme uniquement par les armes. Le terrorisme repose sur deux choses, la pauvreté et l'injustice. Donc tant que l'Afrique ne se développera pas,
tant qu'on ne mettra pas, on n'éliminera pas la pauvreté des populations, tant que les ressources ne sont pas réparties de façon équitable vers les populations les plus vulnérables, le terrorisme fleurira, parce que le terrorisme fleurit sur la pauvreté. Donc si nous devons combattre le terrorisme par les armes, bien sûr, mais nous devons résoudre le problème du développement économique et diminuer la pauvreté de nos populations. C'est ça qui peut permettre à nos jeunes d'être plus vulnérables face aux terroristes. Nous savons aussi qu'il est extrêmement important que nous trouvions la solution tant en Libye qu'au Sud-Soudan, qu'au Darfour, en République centrafricaine. Et nous comptons beaucoup sur le leadership de l'Égypte, qui est un des grands pays militaires, mais aussi qui a de grandes frontières avec la Libye. Nous souhaitions aussi que les problèmes entre les pays africains soient résolus par le dialogue. C'est le cas notamment de l'utilisation des barrages entre les pays, que ça soit en discussion et qu'il n'y ait pas d'accusation les uns contre les autres et qu'on s'assoie autour d'une table pour trouver une solution commune afin que le développement des barrages soit bénéfique à tous les peuples qui sont autour de ces fleuves. Donc il est extrêmement important que nous dialoguons entre nous. C'est pourquoi je suis venu voir le président Sissi, surtout en dehors de la coopération bilatérale. Nous avons aujourd'hui le grand problème qui est celui de la Libye. Et il faut absolument que l'Union africaine prenne cette responsabilité et qu'on mette toutes les forces libyennes ensemble, sauf les terroristes, afin qu'ils se mettent d'accord sur un gouvernement d'union nationale qui pourra organiser plus tard les élections. Il y a 5 jours, le président Touadéra m'a appelé en m'interpellant pour appeler le secrétaire général des Nations Unies parce qu'il a dit aujourd'hui, président, je ne suis qu'à Bangui et tout le territoire est occupé par des forces. Donc j'ai appelé le secrétaire général Guterres. Il m'a dit il faut rassurer le président Touadéra. J'ai déjà posé le problème au Conseil de sécurité pour qu'on renforce les troupes parce qu'aujourd'hui le gouvernement centrafricain contrôle à peine, l'ambassadeur est là, contrôle à peine Bangui. Tout le reste c'est avec les milices. Mais aussi, lui aussi m'a demandé de dire au président Touadéra d'accepter d'élargir, c'est-à-dire d'accepter de discuter. Mais là aussi nous avons un problème. On ne le laisse pas libre. On nous dit il faut lutter contre l'impunité. Et on fait des sanctions contre Bozizé, contre tel ou tel. Alors comment voulez-vous faire l'unité si des gens avec lesquels vous devez discuter, vous êtes tendu de discuter avec eux? Là aussi, il faut que l'Afrique prenne sa responsabilité. Qu'est-ce qui est fondamental? Est-ce que c'est l'unité, l'indépendance d'un pays ou les sanctions? Bien sûr, nous sommes contre l'impunité. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on privilégie aujourd'hui. Alors, comment on peut demander à Touadéra d'élargir quand on a des sanctions contre Bozizé, quand on a des sanctions d'autres, comment il va discuter avec eux? Donc je dis aussi, sur toutes ces questions-là, nous devons prendre nos responsabilités. Les Occidentaux nous imposent trop, on nous montre l'exemple de l'Asie du Sud-Est, Singapour, mais ils se sont développés comment? C'est pas, ils se sont développés parce qu'il y avait des régimes forts. Comment voulez-vous développer un pays même s'il y a la démocratie, il faut qu'il y ait un régime fort. Donc il faut que nous acceptions plus que nous donne les leçons, que nous décidons comment nous allons appliquer la démocratie en Afrique, comment nous allons nous développer. Nous ne donnons pas de leçons aux autres. Nous ne menons pas des élections chez eux. Pourquoi vont se mener des élections chez nous? Mais cela n'est pas possible si l'Afrique ne parle pas d'une seule voix. C'est pourquoi moi j'ai accepté la de l'Union africaine afin que nous parlions d'une seule voix et qu'on montre que l'Afrique est un grand continent et qui peut être l'avenir du monde. Mais cela, il faut que les Africains s'unissent, qui parlent d'une seule voix. Nous l'avons réussi avec le candidat éthiopien. Nous allons tout faire pour le réussir pour la candidate de l'Égypte pour l'UNESCO. Et à ce moment-là, on verra vraiment le retour de l'Afrique. Aussi le Conseil de sécurité. 70% des problèmes traités par le Conseil de sécurité concernent l'Afrique. Et nous ne sommes pas présents. Donc, notre revendication, c'est d'avoir 2 postes de membres permanents et 5 de membres non permanents. Comme il y a longtemps que nous disions ne nous écoutent pas, nous avons décidé maintenant de voir qu'est-ce que nous devons faire pour nous prendre au sérieux. Donc sur toutes ces questions, le président Sissi, étant donné le poids de l'Égypte, a un grand rôle à jouer et nous comptons vraiment sur son leadership pour nous aider afin que l'Égypte joue tout son rôle dans l'émancipation de l'Afrique et aussi la coopération entre les pays africains sur le domaine de l'économie. Donc comme tous les ambassadeurs sont là, je vous souhaite une très bonne fête pour cet anniversaire de 25. Et vous aussi, vous devez être conscient
vous devez être les porte-parole d'une nouvelle Afrique. Une Afrique qui ne se couche pas, une Afrique qui parle à voix haute, une Afrique qui fait d'égal à égal avec les autres pays sur la base de procédures gagnant-gagnant. Nous devons donc affirmer notre personnalité. Et nous espérons que les ambassadeurs vont nous appuyer dans ce sens-là, en travaillant ensemble, en comprenant ensemble, en ayant régulièrement des réunions d'échange, afin de mieux informer les chefs d'État de ce. Je souhaite bonne fête à tous les Africains. Merci. Retour à Conakry. À quelques heures du mois saint, la grève des banques primaires se poursuit toujours. Le mot d'ordre n'est pas levé par la FESABAC, Fédération syndicale des banques et assurances. Les négociations sont en cours pour un dénouement heureux de la crise. La situation pénalise de nombreux citoyens qui prennent leur mal en patience. Voilà les négociations en cours. Audience à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu Mariam Talla, secrétaire permanent par intérim de la Commission sous-régionale des pêches. Les discussions ont porté sur la mise en œuvre d'une nouvelle dynamique de réforme du secteur de la pêche en Guinée. Compte rendu, Ousmane Dangoura. Le gouvernement guinéen, en collaboration avec le secrétariat permanent de la Commission sous-régionale des pêches, s'engage dans une dynamique de réforme du secteur des pêches. Déjà, une réunion du comité de pilotage de la commission se tient à Conakry dans le cadre de l'amélioration des conditions des débarcadères. Ici, la délégation est venue chez le Premier ministre pour lui faire part de la tenue de cette 7e réunion. La Guinée vient d'entrer dans le PRAO, au même titre que la Mauritanie, et cette réunion marque la transition. Nous allons évaluer les acquis de la première phase et nous projeter dans la deuxième phase. Cette réunion se tient à Conakry au moment où la Guinée assume la présidence de la conférence des ministres. Donc c'est extrêmement important pour notre gouvernement et c'est d'ailleurs ce qui nous a valu ce matin l'audience que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a accordée afin de le rendre compte et de recevoir de lui des instructions appropriées par rapport à ce que nous devons faire en tant qu'État bénéficiaire et surtout nous permettre de nous projeter concrètement dans la deuxième phase qui va s'annoncer pour l'ensemble des pays de la sous-région. Le Premier ministre, après avoir rappelé la nécessité d'abriter la 7e réunion du comité de pilotage, Mamadi Youla a aussi réaffirmé l'engagement et la détermination de son gouvernement dans ces nouvelles réformes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Le journal, à partir de demain, vous sera présenté à 21h30. Bonsoir chez vous.